Bonjour et bienvenue dans ce module 2 du tutoriel e-learning. Comment cette fois-ci créer un enseignement à distance. Nous allons rentrer dans des aspects plus concrets de manière à ce que vous puissiez structurer votre formation e-learning. Alors, quelques règles qui sont conseillées par le Centre européen pour l'excellence en e-learning. La première chose, c'est ce que vous avez pu avoir dans le module 0, c'est que toute formation en e-learning doit avoir une unité d'introduction qui explique le mode d'emploi ou qui explique la structuration de l'information. Ça va permettre aux formés en fait de se projeter, de ne pas être dans le brouillard et savoir en fait comment est construite la formation et quelle est sa progression au sein de cette formation. Il est important qu'à tout moment, l'apprenant puisse de nouveau y revenir de manière à là encore à vraiment être un partenaire actif, à être même un acteur de sa propre formation. Dans cette introduction, il est important d'y retrouver un certain nombre d'éléments très classiques, à la fois les objectifs généraux, le public, les prérequis, les objectifs pédagogiques, c'est-à-dire quelles sont les compétences qui doivent être acquises, qui vont être acquises au fil de la formation, quelle est la structure, une estimation de sa durée, éventuellement une estimation de chacun des modules quand c'est une formation longue, les compétences et technologies qui vont être nécessaires pour suivre cette formation, et enfin les procédures de réception ou les conditions d'accompagnement si vous avez organisé par exemple des chats ou des envois de documents. Par rapport aux principaux critères qui s'appliquent au contenu, il faut que le contenu pédagogique soit un contenu de qualité, qui soit sourcé avec les meilleures références dans le domaine. Il doit être précis, fiable. Il faut que le contenu soit évidemment valide avec, si possible, pas de faute d'orthographe, ou en tout cas vraiment le minimum de fautes de frappe d'orthographe ou de grammaire, et il doit être le plus impartial possible. En tout cas, on doit s'engager à ne pas introduire de biais intentionnellement. Alors, comment choisir la structure pédagogique la plus performante? Faut-il faire une accumulation progressive de savoir? Est-ce que dans ce que vous voulez enseigner, en fait, il est nécessaire progressivement d'accumuler des savoirs pour acquérir une compétence? Donc dans ce cas-là, vous pouvez structurer la formation avec des sortes de taquets. Il faut avoir acquis un niveau, l'avoir validé pour pouvoir monter au niveau suivant. C'est une possibilité. Au contraire, est-ce qu'il va relever du choix du formé de choisir quelles sont les différentes cartes dont il va devoir se saisir et puis il peut assimiler ces différentes compétences dans l'ordre qui lui sied le mieux à un moment donné. Dans ce cas-là, il peut avoir un certain nombre de modules qui vont se suivre, puis après un choix parmi un certain nombre d'autres modules pour qu'il puisse construire selon ses besoins la formation. C'est un peu le cas de ce tutoriel. En tout cas, selon la réponse que vous allez vous faire aux compétences que vous voulez faire acquérir aux formés, vous allez structurer la formation de manière différente. Et vous allez déterminer si voilà, la validation et l'acquisition des compétences et un module est indispensable pour suivre un autre module. Alors, quelques exemples possibles. Voilà, une construction radiale avec une formation centrale, des éléments clés, et puis des options, ou en tout cas des compétences supplémentaires à acquérir. On peut imaginer voilà, un minimum de savoir en termes de physiologie, physiopathologie, et puis à partir de là, des éléments par exemple d'examen et de bilan, et puis à partir de là, selon les différentes formes cliniques, pouvoir voilà, construire des modules qui vont être autonomes les uns par rapport aux autres, l'épaule douloureuse, l'épaule avec une restriction de mobilité, l'épaule fracturée, voilà.
les modules restants A, B, C et D sont indépendants et peuvent être suivis dans un ordre indifférent. On peut avoir un modèle optionnel avec une construction, avec une sorte d'arborescence, une base, deux axes possibles de développement, et selon l'axe que le formé va choisir de réaliser en premier, ça va conduire là encore à des développements et à des enchaînements de modules qui vont être différents. Et puis enfin, un modèle assez classique, on peut considérer comme un modèle à cliquer, ou aussi avec validation, c'est-à-dire qu'il faut avoir suivi le module 1, l'avoir validé pour pouvoir accéder au module 2, puisqu'on considère que les savoirs et les compétences acquises au module 1 sont indispensables pour pouvoir appréhender complètement le module 2, et puis ainsi de suite jusqu'à la validation finale. En permanence, voilà, il va être nécessaire de répondre à un certain nombre de règles. C'est que le matériel et le langage doivent être à la portée du public ciblé. Là, très clairement, la construction de ces tutoriels est faite pour des personnes qui ont déjà fait de l'enseignement. Je pense que si quelqu'un qui n'a jamais ni suivi ni fait de formation, en tout cas de manière un peu attentive, voilà, ce ne sera pas forcément le public cible de ce tutoriel que vous êtes en train de suivre. Le vocabulaire et les références culturelles doivent là aussi être appropriés. Donc pensez que si vous travaillez dans des milieux pluriculturels ou sur différentes zones géographiques du globe, il va falloir parfois réadapter vos enseignements à distance. Ça peut être un peu la tendance, hein, considérer super, à distance je vais pouvoir toucher un public plus large, mais il y aura peut-être affaire à des cultures différentes et à des référentiels différents. Le matériel doit être divisé en petites unités, on en a parlé dans le module 1, et voilà, chaque module doit être compréhensible en lui-même. Il doit inclure un résumé, et puis dès qu'il est un petit peu développé, idéalement, il doit aussi inclure un sommaire. Le matériel doit être vivant, ça doit être stimulant et agréable à utiliser. Enfin, pensez à toujours respecter les droits d'auteur. Donc, toute utilisation de matériel pédagogique qui voilà, se réfère à quelque chose qui a été produit par quelqu'un d'autre doit être fait avec parcimonie. Il ne s'agit pas de reprendre une grande partie d'un article, par exemple. On peut utiliser et citer des articles, mais ce n'est pas un article complet qui est repris, ou la moitié d'un article, ou le tiers d'un article. Donc on doit respecter le droit d'auteur, et dans tous les cas, on doit citer ses sources. Toujours dans les règles qu'il est incontournable de suivre et indispensable de suivre, l'information doit être suffisamment complète pour que l'apprenant, l'étudiant, l'élève puisse atteindre les objectifs pédagogiques. Toujours penser à varier les approches, ça doit être fait en fonction du public apprenant, et ça doit intégrer le fait que les apprenants, quand bien même le public est relativement homogène, peuvent avoir des habitudes d'apprentissage variées. Donc, il va falloir l'intégrer dans vos modalités pédagogiques. Enfin, la conception doit comporter des dispositions qui permettent en fait à l'apprenant de réfléchir, de revoir, de réfléchir sur les informations que vous avez données, de revoir et d'assimiler différents modèles d'apprentissage, de mettre en application ces nouvelles connaissances, les mettre en pratique, et puis enfin d'évaluer sa progression. Alors, les conseils qu'on peut donner sont là encore définis par le Centre européen pour l'excellence en e-learning. Les principaux conseils, c'est vraiment de morceler le contenu de la formation de manière à ce que chaque section puisse en fait être réutilisée, réécoutée, sans qu'il soit nécessaire de reprendre à zéro. C'est-à-dire qu'au bout de quelques modules, quand bien même on est dans une formation sur le modèle que j'évoquais à cliquer,
il faut que le formé puisse se dire j'ai envie de revenir au module 2 et qu'il n'est pas au module 3, qu'il n'est pas nécessairement à reprendre depuis le module 1 l'ensemble du cursus. Déterminer comment les contenus vont pouvoir être utilisés. C'est-à-dire que les contenus doivent être indépendants les uns des autres, sans nécessairement, là encore, être obligé de refaire l'ensemble de la formation. On doit concevoir des contenus qui soient partageables et qui requièrent des connaissances qui soient assez standards. Et l'idéal est de faire collaborer en fait des concepteurs de formation avec des experts et de faire des allers-retours, en tout cas des échanges entre ces deux pôles. Alors, des fois, ça peut être la même personne qui tente de faire les deux, mais c'est beaucoup moins pratique, de manière à pouvoir travailler l'organisation des contenus. Alors, voilà, le très classique, voilà, quelle est l'affirmation qui est la plus juste? Eh bien non, là c'était une mauvaise réponse. Est-ce que les modules sont centrés sur l'ensemble des savoirs? Ben, non plus. Faut-il ne pas morceler les contenus et faire des séquences pédagogiques conséquentes? Non plus. Et puis enfin, voilà, chaque module peut être divisé en séquences qui apportent voilà, des éléments prédéfinis au préalable. Alors, en résumé, il faut penser à structurer votre formation autour d'éléments qui, idéalement, reprennent le triptyque activité, compétences et savoir. C'est-à-dire quelles activités vous voulez faire, acquérir, quelles compétences sont nécessaires et quels savoirs sont nécessaires. Créer au sein de chaque module des séquences qui soient les plus variées possibles, qui peuvent être en partie redondantes de manière à travailler les différentes qualités mnésiques des apprenants. Définir très précocement la structure la plus performante de formation. Donc ça, c'est vraiment un point important. C'est pas commencer à enregistrer ses supports en se disant allez, je vais le faire un peu facilement. Voilà. Il faut en amont vraiment réfléchir à la structure, donner moyen à l'apprenant de vérifier s'il a acquis ses savoirs, les savoirs nécessaires, éventuellement les savoir-faire, et puis réserver des temps de mise en action, voilà, des travaux à rendre, des échanges synchrones ou asynchrones. Merci de votre attention et à très bientôt.